respire un peu plus fort ce soir. Le vent a tourné. Le doux vent de l'histoire. La Charente le sait. Elle qui porte depuis bien des années les secrets de ces terres, les serments et les trahisons. Elle me l'a murmuré. Un enfant est né. Ce soir, tout peut arriver. Le XVe siècle, capricieux et épuisé, ne pouvait se retirer sans laisser derrière lui une petite étincelle, prête à réveiller un grand feu. Un enfant est né. Non, un roi. Dans le royaume, personne ne se doute qu'en ce 12 septembre 1494, Cognac devint une terre de légende. Il est pourtant rare que la nuit accouche d'âmes plus grandes que les siècles qui les portent. Ces êtres que le vent appelle par leur nom avant même qu'ils ne sachent marcher. Et c'est un de ceux-là qui est arrivé. Son destin, le destin. Quelle étrange chose que ce mot. On le craint, on le fuit, et pourtant il trouve toujours son chemin. Le destin, c'est comme un fleuve qui ne sort jamais de son lit. Le destin, c'est une histoire qu'on écrit au creux des nuits et qu'on murmure aux étoiles. C'est une épopée que l'on écrit avec la pointe de l'épée dans le grondement des batailles et dans le silence des veillées. Mais ce soir, pour la première fois, il a pris la forme d'un souffle d'enfant. Je ne connais pas encore son visage, mais je connais son nom. François. Et moi, je ne suis qu'une fille du fleuve. Je m'appelle Esmé. Je sens déjà que mon chemin croisera le sien. Je sens en moi comme une flamme, libre, indocile, que même les tempêtes ne pourront éteindre. Je sais que nos routes s'enlaceront comme les branches du vieux chêne sous lequel je suis née. Je sais qu'il aimera l'art, la beauté, les femmes et les mots, mais qu'il connaîtra aussi les revers et le sang. C'est ainsi qu'il écrira sa légende. Au fil de l'eau, je le suivrai. Sur cette rive, précisément, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Cognac est une cité qui vit au rythme de son fleuve, la Charente. Véritable colonne vertébrale de ces terres qui charrie bien plus que des reflets et des contes d'antan. Sur ces eaux, on transportait le papier, des pierres de taille, des canons, ainsi que de l'eau de vie vers Laval, dont les marchands vantent la douceur jusqu'au port lointain. Les gabarres remontaient ensuite le fleuve, chargés d'épices, de sel ou de poissons. À Cognac, les quais bruissent de marchands, de mariniers, de passeurs. Les cris des haleurs résonnent, les barques croisent ces gabarres alourdis de marchandises. C'est un carrefour de fortune et parfois même de rumeurs. Cognac est une invitation sur le monde, une cité qui commerce, qui rêve et qui se bat pour exister. Ce fleuve garde tout en mémoire. « 20 ans se sont écoulés depuis cette nuit où la Charente m'a soufflé qu'un enfant était né pour être roi. Toujours le premier sur les quais, mon vieux Jean? L'eau est froide ce matin, hein, Margot? Cognac n'a pas changé. Elle travaille, elle échange. Ici, le sel arrive par ballot, précieux et surveillé. Là-bas, les barriques de vin partent vers La Rochelle et Bordeaux. Le papier d'Angoulême qui fait la fierté des artisans. Et moi, je veille. Alors, petit, tu as vu le dernier convoi? 3 gabarres, pleines à couler. Le fleuve transporte les richesses. Et parfois les secrets. Car dans l'ombre, les rumeurs gonflent. On parle d'un jeune prince, héritier du royaume de France. Un futur roi que les poètes disent vaillant et que certains redoutent déjà. Cognac. Cognac est vivante.
gens de Cognac et des alentours, approchez, tendez l'oreille. C'est une chance aujourd'hui incroyable qui s'offre à vous. Le prince François d'Angoulême veut lever dans sa ville natale un corps d'élite. Un cercle d'hommes choisis, unis par le serment et par l'acier. Ils ne seront ni soldats ordinaires, ni simples gardes, mais des frères d'armes prêts à défendre, à chevaucher et à mourir pour celui qu'on appellera bientôt roi. Ce que nous cherchons, ce ne sont pas des coqs de taverne, ni des gorges chaudes de marché. Il nous faut des hommes au bras solides, mais surtout à l'esprit clair et au cœur loyal. Des hommes capables de manier l'épée comme le silence, d'obéir sans faillir et de se tenir debout quand d'autres ploient. Nous voulons ceux qui ne craignent pas de se battre à 1 contre 3. Vous qui vous croyez digne, venez le prouver. Chacun portera l'acier à l'épreuve. Force, adresse, mais aussi sang-froid et discernement seront mis à l'épreuve. Car un bon guerrier sait quand frapper et quand retenir sa lame. 6 estons par semaine, la reconnaissance des grands et la chance de façonner l'histoire. Voilà ce que je vous offre. La sélection commence dès aujourd'hui. Que seuls les vrais hommes se présentent. Maître d'armes, on dit qu'un corps d'élite se forme et que les meilleurs auront leur place auprès du prince. Je manie l'épée mieux que bien des hommes ici, et j'entends prouver que le courage ne se mesure ni à la barbe, ni à la taille de son pantalon. Et vous, messire, auriez-vous peur d'affronter une femme? Alors soit, je le veux. Maintenant. Et à 1 contre 3. Ce sont les vapeurs du vin qui te font perdre la tête? Si elle tient plus de 3 passes, elle aura mon respect. Si elle gagne? Elle aura mon attention. Restez bien attentifs, messire. Nous allons voir ce que vaut le courage. Dis-moi ton nom. Je me nomme Esme. Et où diable une âme comme la tienne a-t-elle appris à manier le fer avec tant de talent?
Serais-tu de noble lignée pour oser te mesurer ainsi aux plus fines lames de cette ville? Nulle couronne ne brille au-dessus de mon berceau. Je suis née, tout comme vous, au bord de ce fleuve. Mais j'ai appris que la lame, elle, ne fait pas de différence. Ce n'est point une faute. Viendra un temps, et je le jure sur ce que je possède de plus cher, où ce royaume ne jugera plus l'homme ou la femme à sa naissance, mais à la grandeur de ses actes. Et toi, Esmé, tu portes en toi ce feu-là. Il ne tient qu'à ceux qui allument les brasiers de laisser brûler les justes flammes. Et d'éteindre le mauvais feu. Tu as la langue aussi affûtée que l'épée. Voilà qui me plaît. Le monde change. Ceux qui sauront tenir tête au destin feront l'histoire. Veux-tu en être, Esmé? Je suis née pour cela. Alors marche à mes côtés, comme égal parmi mes chevaliers, et nous l'écrirons ensemble. Il est parti. L'enfant du château. Celui que Cognac a vu naître dans le souffle des brumes matinales et le murmure des eaux. Il a grandi. Et c'est un roi qu'il est devenu. Le premier à porter ce nom avec éclat. Le premier des rois à s'appeler François. François Ier. Un roi forgé d'or, de fougue et d'ambition. Un roi que l'Italie elle-même appelait, enivré de promesses, avide de batailles et assoiffé de gloire. Je l'ai vu. Je l'ai vu quitter ce quartier, l'œil incandescent, l'âme en fièvre, le cœur prêt à défier le cours de l'histoire. Et je l'ai suivi, car là où il allait, la légende s'écrivait. À Marignan, oh Marignan, les tambours tonnaient comme les orages de l'été. Le sol grondait sous les sabots des montures furieuses. Et nous étions plus de 10 000 à crier notre amour pour la France, à brandir haut dans le ciel les couleurs du lys. De jour et de nuit, où le ciel lui-même hésita à trancher. De jours où les Suisses taillèrent dans nos rangs sans pitié. Et puis, quand l'aube s'est levée, François s'est dressé sur son cheval face au dernier rang des ennemis, le visage marqué de sueur et de sang, l'armure cabossée, mais le regard intact. Celui d'un homme, celui d'un roi. Ce jour-là, la France a fait trembler les murailles de Milan. Vous vous êtes admirablement bien battus, mes braves. Et toi, Bayard, chevalier sans peur et sans reproche, ton nom résonnera par-delà tous les clochers jusqu'à Rome. Le pape doit trembler. Sire, si mon nom doit encore résonner ce soir, c'est à Dame Esmé que je le dois. Sans elle, je ne serais plus qu'un souvenir parmi les morts. Ainsi donc, c'est vrai. Vous avez sauvé la vie de l'un des plus valeureux chevaliers du royaume. François, uni dans la tourmente, Bayard a maintes fois veillé sur vos arrières. Il m'était bien naturel de veiller sur les siens. Voici un jour comme peu d'hommes en verront dans leur vie. Et pourtant, parmi tous ces braves qui ont livré bataille, il y en a 2 qui n'ont point encore reçu l'accolade des chevaliers. Vous, François, sacré roi, mais pas encore adoubé. Et vous, Dame Esmé, flamme intrépide de ce jour glorieux. À ma grande surprise, vous portez l'épée, mais point encore le titre. Par le pouvoir qui m'est confié, et parce que ce serait péché que de laisser la gloire sans couronne et le courage sans reconnaissance, je m'offre, si tel est votre souhait, de vous adouber ici, au milieu des vôtres, au milieu des vainqueurs. Bayard, il est des honneurs qui, lorsqu'ils viennent d'un homme tel que vous, valent plus que tous les sceptres du royaume. Je le veux. Et moi aussi. Non pour les titres, mais pour ce qu'ils signifient. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de rester debout aujourd'hui. Alors, qu'il en soit ainsi. Par cette épée, moi, chevalier Bayard, te reconnais digne des armes et des honneurs. François de Valois, comte d'Angoulême, et désormais roi de France, sous le nom de François Ier, je t'adoube chevalier.
Porte cette épée avec vaillance. Sers ton peuple avec justice et fais honneur au lys qui orne ton blason. Et toi, Esmé, par cette épée, témoin du sang versé et des serments tenus, moi, chevalier Bayard, te reconnais digne des armes et des honneurs. Toi qui as combattu avec le cœur des plus vaillants et l'âme des plus nobles, je t'adoube, chevalier. Que vos épées soient le prolongement de votre courage et que votre nom demeure à jamais dans la mémoire de ceux qui auront vu ce jour. Relevez-vous. Au clair de lune, cette nuit-là, Cognac vibrait d'une ferveur éclatante. Au pied de la vénérable porte Saint-Jacques, l'effervescence s'était emparée des rues. La victoire de Marignan venait d'élever François Ier au sommet de la gloire et de l'admiration. Il est arrivé en fin d'après-midi pour étreindre sa mère, Louise de Savoie. Aussitôt, les habitants, galvanisés par cette visite royale, avaient improvisé une grande fête. Ripailles, danses et éclats de voix emplissaient les venelles. Et dans cette liesse populaire, un hommage particulier se préparait. Celui de la salamandre, symbole ardent du souverain. Partout dans les rues, on raconte qu'à Marignan, sous le tumulte des armes et le fracas des tambours, c'est elle qui crachait le feu, protégeant son roi et dévorant ses ennemis. Ce soir, Cognac allait faire briller ses flammes pour elle.
Il est parti. Encore. Cette fois, ce n'est plus pour la guerre, mais pour l'esprit. L'Italie. Terre des merveilles et des prodiges, patrie des maîtres et des bâtisseurs de demain. Ah, ils ne peuvent pas comprendre. La France est une coquille vide qu'il faut remplir. Je veux l'Italie en France. Je veux ses peintres, ses architectes, ses savants. Je veux ses palais et ses jardins. Quitte à offrir ma couronne, ma vie. Que le monde entier dise un jour, François Ier a fait revivre. Ce que vous voulez pour la France, c'est une renaissance. La Renaissance. On raconte que chez nous, les eaux gardent le souvenir de ceux qui s'y sont regardés trop longtemps. Qu'elle me garde, que la Charente prenne mon reflet et le livre à l'histoire. Je retournerai bientôt en Italie. Il bâtit. Il bâtit sans relâche. Des pierres, des mots, des idées. Tout ce que la France compte de grandeur et de beauté. Il s'entoure du maître des maîtres, Leonardo da Vinci. Un Italien plutôt original, qu'on dit capable de peindre le monde et d'inventer l'avenir. À ses côtés, El Primatice. Et tant d'autres génies qu'il recueille comme des joyaux égarés. Il fait jaillir des terres le plus insensé des palais. Chambord, né d'un rêve de pierre, dressé pour se rapprocher de celle qu'il chérit dans l'ombre. Il restaure Blois, y grave son empreinte. Il agrandit Cognac, ce berceau qu'il n'oublie jamais vraiment. Et comme si le bois et la pierre ne suffisaient pas à sceller son règne, il fait naître le Collège de France, pour que nul esprit ne reste dans l'ombre. Il décrète le dépôt légal, pour que chaque livre, chaque pensée qui entre dans son royaume trouve un refuge et une mémoire. C'est admirable, c'est prodigieux. Et pourtant, à mesure que les années passent, que ces palais s'élèvent et que ces trésors s'entassent, je sens dans l'air une fièvre inassouvie, une soif que rien ne viendra apaiser. Il court après quelque chose qui lui échappe encore. L'Italie. Elle nous tend les bras et l'on voudrait que je détourne les yeux. Ce trône impérial qu'aurait dû être mien. Et le duché de Milan, arraché à ma main comme un bijou dérobé en pleine nuit. Charles Quint, que son nom soit maudit. Il s'imagine maître du monde parce qu'il a la couronne du Saint-Empire. Je le ferai tomber de son piédestal, pierre après pierre, province après province. Milan était à nous. Naples doit l'être demain. Je ne reculerai pas. Sire, vous êtes un roi de grande vision. Mais la guerre, elle, n'obéit pas aux volontés des hommes. Milan vous a déjà coûté des hommes de valeur. Et Naples est un piège. Les routes sont longues, les alliés incertains et l'Empire est puissant. Plus que jamais. As-tu donc perdu foi, mon fidèle Bayard? Crois-tu que la France doit plier devant l'orgueil de Charles? Crois-tu que je doive laisser ce traître étouffer notre royaume par ses alliances et ses prétentions? Je ne parle pas par crainte, mais par sagesse, sire. Vous m'avez appris à frapper fort, mais juste. Les hommes ne sont pas des pions à jeter dans la gueule du loup pour assouvir des querelles d'orgueil. Si vous poursuivez cette guerre, vous livrerez la France à l'épuisement. S'engager dans cette guerre, c'est aussi laisser l'ennemi s'installer dans le royaume. Je le prédis, une guerre de religion se prépare en France. Et si nous ressortons affaiblis de cette 6e guerre d'Italie, nous serons en grande difficulté.
Je préfère mourir sous les remparts de Naples que vivre dans un royaume où l'honneur de son roi serait souillé par le silence. Charles me défie. L'Italie m'appelle. Que ceux qui veulent me suivre s'arment. Les autres peuvent quitter cette salle. Par Saint-Denis, qu'aucun ne passe. Relève-toi pour la France. Archers, visez les étendards impériaux. Formez le mur de lance. Tenez la ligne. Qu'on ne cède pas un pouce de terrain. À moi mes braves. L'honneur est ici, dans la boue et le sang. Où sont mes renforts? Où est l'infanterie de la police? Non! Par tous les stades, tenez bon! Que ce jour ne soit pas notre dernier! Que nos ennemis sachent qu'un roi de France ne recule pas! Marignan, ce n'était qu'un rêve. Tout est perdu. Milan, la gloire, l'Italie que je croyais mienne, arrachée par les impitoyables mains de mes ennemis. Tout m'échappe. Et avec tout ça, tout ce pourquoi j'ai combattu. Et toi, le connétable de Bourbon, toi qui m'as trahi, toi qui as donné ton âme au diable et ton épée à l'ennemi. T'es retourné contre ton roi comme un lâche, un renégat, pour t'allier à ceux qui veulent écraser la France sous leurs bottes. Tu m'as volé tout ce que j'avais de plus cher, tout ce que j'avais sacrifié. Tu m'as laissé sans défense, tout comme un lion qui se fait dévorer par sa propre meute. Vous avez brûlé mon rêve d'Italie. Vous avez allumé en moi un feu plus grand encore. La haine de ce que vous avez fait ne sera pas apaisée par la trahison, mais par ma vengeance. Je reviendrai. Je reviendrai. C'est ma promesse. Je serai la fin de votre arrogance. Un roi n'oublie jamais. Jamais. Sire, il m'incombe de vous avertir. Bayard, votre fidèle chevalier est tombé. Vous allez être emmené à Madrid, en captivité. Et cette prise d'otage va durer longtemps? 2 ans. 2 ans durant lesquels François aura tout de même les loisirs d'écrire à sa mère. Madame, je vous écris pour vous avertir comme se porte le ressort de mon infortune. De toute chose, ne m'est demeuré que l'honneur et la vie sauve. J'ai espoir que mes nouvelles vous portent un peu de réconfort. J'ai prié pour qu'on me laisse vous écrire. Cette grâce m'a été accordée. Je garde la foi et espère à la fin que Dieu ne m'abandonnera point. Je suis sûr d'obtenir à mon tour vos bonnes grâces. Écrivez-moi. Votre très humble et obéissant fils, François. Messieurs, vous me voyez debout ici devant vous,
non pas comme le roi que vous aviez autrefois connu, mais comme l'homme qui a perdu presque tout. Je dis presque. Je suis revenu de Pavie prisonnier. Charles Quint voulait la Bourgogne, et je n'ai pas cédé. Ma liberté, je l'ai échangée contre la captivité de mes enfants. Mais cela ne suffira pas. Je dois aussi épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint. Et le royaume doit aujourd'hui payer la rançon. 2 millions d'écus. Je désire, Majesté. Mon cher maître Léonard, je veux offrir à Madame de Pisseleu un spectacle qu'aucun œil n'a encore jamais contemplé. Je veux que cette rivière qui m'a vu naître, qui a bercé mes songes et lavé mes défaites, se dresse ce soir comme un être vivant. Je veux que la Charente parle, qu'elle chante et qu'elle danse, que ses eaux s'élèvent et s'enroulent comme des serpents d'argent sous la lune. Des gerbes d'eau hautes, fières, 20 pieds, plus encore si vous le pouvez. Un ballet aquatique éclatant pour J'ai traversé des plaines d'Italie, foulé des terres étrangères pour la gloire d'un nom et l'écho d'une légende. J'ai connu la rage de la défaite, le froid des geôles madrilènes et les serments brisés de ceux qu'on disait fidèles. Vous rend cendre, les murailles éventrées. Marigny est tombé à l'aube. Le capitaine Lalande est mort en couvrant la retraite de ses hommes sans l'épée à la main. François, lui, a continué son règne, entre faste et douleur, entre conquête et trahison. Et moi, j'ai regagné Cognac. Ce n'est qu'un beau matin, un 3 avril de l'année 1547, que j'ai reçu une visite insoupçonnée. J'apporte un pli du roi. Je le sais.